édition de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui un invité qui a énormément roulé sa bosse. Il s'appelle Safiou Radji. Il fut expert comptable, économiste, diplomate pendant 10 ans. Il a occupé le poste de conseiller du ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé. Il a également été directeur du guichet diaspora au ministère des Affaires étrangères. C'était entre 2021 et 2023. Aujourd'hui, il est simplement consultant, il est analyste politique également et surtout, il a une vision du continent africain et de son intégration que nous allons partager tout de suite avec comme sujet de débat le Maroc. Bonjour Safiou Radji. Bonjour cher Magloire, merci de ton invitation. Nous allons commencer en écoutant un propos de l'ambassadeur Amit Mechino sur la coopération bilatérale entre le Togo et le Royaume chérifien. Plus de 45 pays africains bénéficient chaque année d'un quota de bourse de l'Agence marocaine de coopération internationale pour la formation des étudiants. Je donne l'exemple du Togo. Le Togo chaque année bénéficie d'un quota de 150 places pédagogiques avec bourse. Donc je crois que c'est très important parce que s'il y a quelque chose sur laquelle la coopération doit se baser, c'est d'abord la formation. Nous les Africains, nous avons besoin de la formation, nous avons besoin du partage du savoir entre nous parce que c'est le partage qui manque pour la machine de développement sur le continent. Voilà. Donc la coopération avec le Togo marche très bien depuis l'ouverture de l'ambassade en 2022. On ne fait que renforcer davantage les actions de coopération. On a toujours des perspectives. Les relations politiques, comme vous le savez, sont très importantes, sont excellentes, comme souhaité par nos deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Faure et Sozimane Yassine Bey. Le Maroc, il a une certaine présence économique ici au Togo. On a des banques, on a l'opérateur de télécommunications Maroc Télécom qui est présent à travers l'entreprise Move Africa. Il y a la présence de l'OCP qui accompagne la politique du chef de l'État en matière de développement de l'agriculture. Vous savez que l'année passée, l'OCP était là. On a procédé ensemble en présence du chef de l'État et sous son haut patronage à la pose de la première pierre pour la construction du centre de mécanisation agricole à la ville de Palimé. Donc la coopération, elle est là, elle est importante et il y a toujours des perspectives. On travaille et nous sommes à la disposition des autorités togolaises pour toujours le partage, pour toujours concrétiser sur le terrain le discours de Sa Majesté qui dit que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. On a de l'expérience, on a des expertises à mettre à la disposition du Togo, donc nous sommes à l'écoute. Et je souhaite un avenir radieux pour le peuple togolais frère. Vive la coopération maroc-togolaise. Vous avez occupé pendant plus d'une dizaine d'années un poste de conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères et surtout sur les 2 dernières années, vous avez été à la tête du guichet diaspora de ce ministère. Vous avez donc pu observer à la fois la coopération entre les 2 pays au niveau étatique, mais de façon plus intéressante au niveau des peuples. Comment est-ce que vous qualifieriez les relations entre le Maroc et le Togo? Je vous remercie, cher ami, de m'avoir invité sur ce grand sujet de la coopération entre le Togo et le Maroc, le Royaume du Maroc, mais surtout pour parler du grand pays qu'est le Maroc pour le continent africain. Concernant ce que j'ai pu observer pendant mes années d'expérience, pas seulement mes 2 dernières années, mais tout le temps que j'ai passé au ministère des Affaires étrangères, ce que je peux dire, c'est que la coopération entre le Maroc et le Togo a été une des coopérations les plus actives, les plus dynamiques. Et ça tient d'abord aux relations qu'il y a entre les 2 chefs d'État, le roi Mohamed VI, le Maroc, et puis son Excellence Faure Sozimane Yassine Bey pour le Togo. Une relation très très solide, très profonde. Et puis ça tient aussi aux pratiques de la coopération qui est liée au profil des 2 ministres qui se sont occupés de la coopération, notre ministre, son Excellence professeur Robert Dussé, et puis le ministre, son Excellence Nasser Bourita pour le Royaume du Maroc. Donc ce sont ces visions-là qui ont porté la coopération ces dernières années. Et c'était vraiment une coopération pour les peuples. Ça passe par ce que l'on a constaté au niveau des échanges bilatéraux, sur lequel l'ambassadeur est déjà revenu, donc je ne me tarderai pas là-dessus. Mais ça passe surtout par cette coopération économique vivace, au sens où le Maroc est vraiment très actif dans le tissu économique du Togo. C'est un pays qui a décidé de vraiment porter le développement dans une démarche qui permet de partir des besoins des pays
et de laisser se déployer une réelle coopération par les besoins spécifiques de chaque pays. Et ça passe par ce que le Maroc a voulu faire à travers le développement de la coopération financière, le développement de la coopération économique, de la coopération industrielle, de la coopération agricole, éducative, parce que le Maroc fait beaucoup dans l'éducation. Voilà, nous sommes justement sur une chaîne économique, New World Economy, et l'intérêt pour nous, c'est de justement démontrer que la coopération Sud-Sud n'est pas qu'une coquille vide, n'est pas qu'une notion dans laquelle, par moment, on s'amuse à dire il y a plus de contenu que de contenant. Que de contenu. Donc l'idée ici, c'est de montrer très concrètement comment le Maroc et le Togo sont complémentaires sur ce terrain de la coopération Sud-Sud. En fait, si vous permettez, mon cher Magloire, je vais d'abord préciser en quoi le Maroc est vraiment un pays à part en matière de coopération Sud-Sud. D'abord, il faut dire que le Maroc est une référence en matière de coopération internationale et de coopération Sud-Sud. Je pense d'ailleurs que cette notion de Sud global, qui est de plus en plus utilisée aujourd'hui dans la lecture de l'actualité internationale, c'est au Maroc qu'il est né. Je pense que c'est parti du Maroc et pour cause, puisque le Maroc a toujours été un des leaders du Sud global dont on parle en question. Mais ça va plus loin, parce que le Maroc a été d'abord un grand artisan du parti panafricanisme africain. Le vrai panafricanisme au sens, je dirais, essentiel du terme, vient du Maroc qui a avec soutenu, le roi Mohamed V. Exactement, qui a soutenu les mouvements d'indépendance et qui continue aujourd'hui d'être un des pionniers du soutien à la solidarité, à la souveraineté des peuples et à faire en sorte que chaque pays puisse se développer avec ses propres règles, avec ses propres exigences. Nous allons revenir sur la coopération globale du Maroc avec le reste des pays africains, mais j'aimerais que l'on mette l'accent véritablement sur ce qui fait la spécificité de la relation du Maroc avec le Togo. Que ce soit au niveau étatique, de façon globale, ou au niveau des peuples, entre les étudiants, entre les hommes d'affaires, entre les chercheurs, bref, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la coopération entre le Togo et le Maroc, qu'il ne s'agisse pas que de mots, que cela ait un contenu concret et que cela ait une manifestation concrète pour les populations et pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. En fait, il faut partir de ce qui se fait concrètement aujourd'hui avec les acteurs marocains au Togo. Le domaine où le Maroc est le plus actif, c'est principalement le domaine financier, au niveau des banques, au niveau de l'inclusion financière, au niveau de l'accès au financement, au niveau même de l'éducation financière. Le Maroc contribue véritablement à changer même le mindset de la manière d'approcher la finance sur le continent et particulièrement au Togo. Ça se voit avec ce qu'ils ont lancé comme campagne important pour aider les PME à accéder au financement. Il y a eu un programme au départ qui était de 1 milliard, qui a été augmenté et qui aujourd'hui tourne autour de 5 milliards, d'après les derniers chiffres que j'ai, qui a été porté par la BOA pour vraiment démontrer la volonté du Maroc d'aider à faciliter l'accès au financement, qui est une des clés du développement des PME, sachant que les PME sont les principaux artisans du développement économique du continent. 80% ou 90% même du tissu économique en Afrique est fait des PME et des TPE. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet... Petites et moyennes entreprises, TPME, très petites entreprises. Et le Maroc tient à ce que ces financements aillent vraiment vers le besoin de ces petites structures qui sont les plus vivants artisans du développement du continent. Ça, c'est une particularité. Le deuxième aspect que je voulais relever, c'est que ça concerne l'éducation. Il faut se rendre compte du caractère massif de ce que fait le Maroc. Le Maroc a formé ces dernières années 25 000 jeunes. 25 000 jeunes formés venant d'une trentaine de pays en Afrique. Donc c'est important. Le Togo participe de ce contingent de 25 000 jeunes qui a été formé sur le continent. Et c'est très important de souligner le fait que ces jeunes reviennent très qualifiés. Il y en a même qui, depuis le Maroc, partent en Occident et dans d'autres pays pour aller continuer leurs études. Donc c'est vraiment une plateforme importante qui est une alternative intéressante au fait de dépenser des sommes faramineuses pour envoyer nos enfants et nos populations, nos jeunes étudiants vers l'Occident où ils sont de moins acceptés d'ailleurs. Donc c'est très important de souligner cet aspect panafricain de ce que fait le Maroc en matière de formation des compétences. L'autre aspect aussi sur lequel je voudrais insister, c'est tout ce qui se passe en matière de transfert de compétences. Le Maroc fait beaucoup de consultations, que ce soit sur des projets qui existent déjà ou même pour démarrer certains projets à zéro et accompagner les projets de bout en bout. Faire en sorte que ce soit des projets qui soient de très bonne qualité parce que le Maroc est reconnu comme un pays de grande rigueur en matière de conception et de réalisation de projets, des projets de toute taille.
Et l'intérêt aussi de ce qui se fait entre le Maroc et le Togo tient aussi au fait qu'on a ciblé les choses sur des domaines bien précis. Et je citerai l'exemple de l'agriculture, où non seulement il y a une assistance qui est portée pour former les agriculteurs, pour former les coopératives et vraiment les acteurs qui vont aider à mettre en œuvre le programme des agropoles au Togo, mais il y a aussi l'action spécifique qui a été faite en matière de mise à disposition des phosphates, de l'engrais, qui a permis vraiment de porter un coup de main. Justement, j'allais en revenir au au développement phosphate agricole. parce que c'est vrai qu'en coopération agricole, il est important d'avoir les intrants. Exactement. Mais le Togo aujourd'hui, même s'il est grand producteur de phosphate, n'est pas un grand transformateur. Il exporte à l'état brut son phosphate. Est-ce que ça ne met pas en état de concurrence avec le Maroc ou alors il y a un transfert de technologie qui permettra peut-être à terme de faire transformer ce phosphate au Maroc et de le revendre sur le marché tant africain qu'international? Les choses se font de manière très intelligente, beaucoup plus subtile que ça. En fait, aujourd'hui, nous n'avons pas les capacités pour transformer notre phosphate en engrais sur place. On les exporte. Je pense que l'avantage qu'on a à faire passer notre phosphate par le Maroc pour le transformer en engrais, c'est qu'on est sûr de bénéficier du coût réel. Alors que dans les autres cas, c'est le coût du marché qui nous a imposé. Et on sait que le Maroc a déjà fait la preuve du fait qu'il fait beaucoup de choses au coût réel pour pouvoir partager le savoir-faire, la solidarité qu'il y a derrière, la coopération. C'est vraiment une coopération pour aller dans les intérêts des peuples qui sont concernés. L'autre élément aussi qu'il faut voir concernant ces intrants, c'est que des fois, en attendant qu'on puisse avoir une capacité à transformer sur place, le Maroc est prêt à pratiquer des prix préférentiels dans la commercialisation de son engrais, puisqu'ils ont une longue année avec l'Office chérifien du phosphate sur le domaine de la transformation en engrais, et ils ont une capacité vraiment à répondre aux besoins du pays, mais ce sont des choses qui sont en train d'être mises en place parce qu'il y avait des procédures pour importer l'engrais, et donc le pays est en train de réfléchir à la manière de bénéficier de cet appui, de cette expertise du Maroc qui est très précieux dans le domaine des intrants, notamment les engrais. Je voudrais revenir sur un aspect qu'on n'a peut-être pas beaucoup, sur lequel on n'a pas beaucoup discuté, mais qui est celui de la crise liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À un certain moment, on a eu l'impression que les pays africains étaient incapables de produire à la fois le blé et d'autres céréales, et qu'à côté de ça, même au niveau des engrais, qu'on était incapable de le faire. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu une augmentation de la coopération entre le Maroc et le Togo, voire entre les pays africains avec le Maroc, pour mieux intensifier l'approvisionnement en intrants et notamment en engrais? En fait, les choses sont passées de manière un peu plus séquentielle. Il fallait d'abord avoir une réponse globale qui a été portée par le président Macky Sall en essayant de faire en sorte que il s'est même déplacé pour aller à Moscou pour défendre le fait qu'on ne peut pas se permettre de faire de l'Afrique la victime de cette guerre qu'elle n'a pas choisie. Victime collatérale, Voilà, il y a eu cette action diplomatique intense qui a été portée. Mais derrière ça, tout de suite, tout ce qui est coopération bilatérale s'est mis en branle. Et les pays qui étaient les mieux formés dans la manière de négocier en matière de crise, comme les crises qu'il peut y avoir sur les produits pétroliers ou sur les produits agricoles, c'est le Maroc qui fait partie des pays qui ont le mieux donné des directives, des conseils, des orientations pour que cette crise-là ne pèse pas trop sur les prix en Afrique où on avait déjà des problèmes de vie chère. Donc le Maroc a là encore joué son rôle d'exemple de solidarité, de modèle de solidarité en ce qui concerne cette crise des céréales. Là, il y a eu une réponse conjoncturelle. Mais est-ce que vous pensez qu'au-delà du conjoncturel, il y a eu la possibilité de se projeter sur le long terme et de dire plus jamais ça sur le continent? Arrivons à avoir nos capacités de production, à avoir d'une production endogène via la coopération avec le Maroc ou d'autres pays africains, mais qui mettent les populations africaines à l'abri de situations comme celles qu'elles ont vécues lors de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. En fait, cette guerre n'a été que la révélatrice d'un certain nombre de phénomènes dont ce dont vous parlez. Il faut prendre un peu plus de recul. Et c'est là où se voit la puissance du modèle de coopération du Maroc. Le Maroc a déjà une approche qui permet de répondre, de réagir à ces aléas climatiques ou des crises internationales. Parce que le Maroc est un pays vraiment au rang des plus développés aujourd'hui. Donc on a là une référence
donc sur lesquels on peut s'appuyer pour se projeter dans le temps. Et les choses se mettent en place. Vous verrez que le Maroc est souvent très actif dans les réunions internationales qui portent sur des thématiques concernant le continent. C'est d'ailleurs considéré comme un des pays les plus puissants en matière diplomatique, ne serait-ce que par rapport à ses références historiques. Donc c'est un grand royaume très ancien qui a donc capitalisé beaucoup d'expériences sur lesquelles il peut appuyer sa légitimité à aborder certains sujets du monde. Donc l'Afrique profite de cette expérience, en matière de capacité à réagir aux crises, de résilience même par rapport aux crises. Donc c'est très important pour nous de se dire que sur notre continent, nous avons un pays comme ça, pivot même du développement aujourd'hui au niveau international, puisque 42% des investissements étrangers qui quittent le Maroc viennent en Afrique. Donc près de la moitié des investissements faits par le Maroc dans le monde viennent en Afrique. Donc c'est vraiment un pays qui est déjà dans le rôle du panafricaniste de source, quoi, qui veut vraiment assurer son rôle, sa mission spécifique, son sacerdoce en tant que leader et pionnier dans la question de la solidarité et de l'intérêt commun et de l'attention à porter pour la souveraineté agricole, la souveraineté économique dans nos pays. Je voudrais tracer des parallèles, peut-être qu'ils ne seront pas pertinents, mais quand vous prenez Lomé aujourd'hui et le Togo, ils sont devenus un hub au niveau régional en Afrique de l'Ouest par rapport au transport aérien. Lomé aujourd'hui, avec son aéroport international, une vraie porte d'entrée et de sortie. C'est la même chose pour le Maroc. Est-ce qu'on peut dire que les deux pays ont la même expérience et qu'ils peuvent s'enrichir l'un l'autre des expériences qu'ils ont en matière de desserte du continent africain où les liaisons intercapitales ne sont pas toujours très faciles? En fait, je vais vous répondre sur la question de l'aérien, mais je vais aller encore plus loin. En fait, il se trouve que quand on regarde la géographie des deux pays, il y a beaucoup de similitudes. J'aurais même pu ajouter les ports. Hein, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tanger et puis il y a beaucoup de similitudes qui montrent que le Togo peut vraiment prendre comme référence, comme modèle, comme source d'inspiration le Maroc. D'abord, ce sont deux pays maritimes, deux grands pays maritimes. Nous avons le seul port en eau profonde dans la région et le Maroc est le premier port en Afrique et le troisième dans le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Au niveau de l'aérien, le parallèle se tient aussi puisque le Maroc, avec Royal Maroc, est probablement la principale plateforme qui permet de desservir la plupart des capitales africaines, en tout cas francophones. C'est vraiment quelque chose de solide qui tient, même pendant les périodes de crise, même pendant les périodes de crise d'Ebola et autres, le Maroc a continué, par solidarité, à desservir les zones qui étaient désertées par les autres pays. Donc, c'est important d'insister là-dessus. Et puis, vous voyez au Togo, avec Askai, le fait qu'on a mis en place aussi un dispositif comparable qui consiste en fait à desservir cette fois-ci, dans un premier temps, la région avec un relais qui est assuré par Ethiopian. Mais rien n'empêche que demain, il y a des coopérations qui sont organisées entre Askai et la Royal Air Maroc parce que ça va dans le sens de l'histoire, ça va dans le sens du développement, surtout que le Togo est leader en matière de ciel africain unique. Nous sommes les champions pour organiser l'ouverture du ciel africain, donc on doit donner des exemples d'approches qui permettent de vraiment libéraliser le ciel. Et il se trouve que beaucoup de jeunes Africains, quand ils quittent maintenant l'Occident, prennent Royal Maroc pour venir à Lomé. Et si Lomé peut être un port d'attache avec des relations qu'il y aura entre ces deux grands ports, deux grands aéroports et deux grands ports pour pouvoir développer le commerce, la libre circulation de nos peuples, ça ne peut que bénéficier au développement de notre continent. Nous allons marquer une petite pause. Nous reviendrons dans la deuxième partie de cette émission sur la coopération multilatérale, cette fois du Maroc avec les autres pays africains, puisque le Maroc, au-delà du fait qu'il appartient à la Méditerranée et qu'il appartient à la partie septentrionale du continent africain, est un grand acteur également de la coopération internationale. Marquons une petite pause et retrouvons-nous dans quelques secondes pour la suite de l'émission. Nous avons commencé cette émission avec une déclaration de l'ambassadeur Amit Mechino sur la coopération bilatérale entre le Togo et le Royaume chérifien. Nous commençons cette deuxième partie également avec une autre déclaration de l'ambassadeur, cette fois sur la coopération multilatérale entre le Maroc et ses autres pairs africains. La relation du Royaume du Maroc avec le reste du continent africain, on n'a pas besoin de la démontrer. C'est une relation d'abord géographique, c'est une relation historique. Le Maroc, c'est un pays africain. Le Maroc, c'est le voisin des pays africains. Le Maroc, c'est le pays qui a contribué grandement dans le cadre de la lutte
pour les indépendances des pays africains à travers l'histoire. Le Maroc, c'est la présence culturelle en Afrique. Le Maroc, c'est un pays qui partage beaucoup de choses avec le reste du continent. Il ne faut pas oublier que le Maroc était parmi les premiers pays qui ont été fervents défenseurs des causes africaines et les premiers pays qui ont porté haut le panafricanisme. Je tiens à rappeler ici la réunion du groupe de Casablanca en 1960. C'est la réunion qui a pu donner lieu 2 ans après, c'est-à-dire en 1962, à la création de la défunte Organisation de l'Unité africaine qui était remplacée par l'actuelle Union africaine. La coopération que le Maroc a pu réaliser sur le plan bilatéral avec l'ensemble des pays, la majorité des pays africains sur le continent, présente un bilan qui est très important par rapport au bilan de coopération avec les autres pays africains, le bilan d'autres pays qui étaient toujours au sein de l'institution panafricaine. Donc le retour du Maroc en début de 2017, c'était, si vous voulez, un coup de force pour le renforcement davantage de cette relation Maroc-Afrique. Et preuve à l'appui, c'est que Sa Majesté le Roi, depuis son intronisation en 1999, il a effectué 52 visites dans une trentaine de pays africains. Et durant cette période d'intronisation de Sa Majesté, plus de 1000 accords et conventions de coopération ont été signés avec les pays africains, amis et frères, plus de 40 pays africains. Le Maroc présente beaucoup pour l'Afrique, comme l'Afrique présente aussi d'importantes choses pour le Maroc. Sa Majesté le Roi a toujours tenu un discours à l'égard du continent africain, un discours qui protège, un discours qui défend les véritables causes du continent, les véritables causes en matière de souveraineté, de la décision, en matière de développement économique, en matière de gestion de la cause migratoire sur le continent et ainsi de suite. Je peux citer l'exemple aussi de la solidarité du Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui est connu pour sa solidarité. Le Maroc est un pays fervent défenseur de la solidarité sur le continent. Le Maroc est un partenaire incontournable de la coopération sud-sud, même sur le plan de la coopération triangulaire. Donc, si vous voulez, à titre indicatif, au début des années 2000, Sa Majesté le Roi était à quelques années, 3 ans ou bien 4 ans comme ça, d'intronisation, le premier périple effectué sur le continent, et il a lancé la belle initiative qui vise à exonérer, à effacer les dettes des pays africains classés comme des pays moins avancés, ainsi de suite là. En plus de ça, depuis le début des années 2000, le Maroc, sur instruction de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le gouvernement a décidé d'annuler les droits de douane sur une liste de plusieurs centaines, sinon des milliers de produits en provenance de certains pays africains, amis et frères. C'est-à-dire ces pays peuvent exporter vers le Maroc sans passer par les droits de douane ni rien du tout. Donc c'est ça la manifestation de la solidarité, c'est ça la politique du Maroc vis-à-vis du reste du continent. Vous savez, la date du 30 juillet, c'est le jour de commémoration de la fête nationale. L'événement a une signification très importante, très grande, dans la mesure où c'est l'occasion de fêter le 25e anniversaire d'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. La signification est très importante dans la mesure où il ne suffit pas seulement de fêter 25 ans, mais c'est de faire l'évaluation de 25 ans. Parce que chaque année, la fête du 30, tout le peuple marocain attend le grand discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et le discours de Sa Majesté, c'est le bilan du travail d'une année. C'est le bilan du travail de toute la période, mais aussi c'est l'annonce des grands projets, toujours comme ça, l'annonce des perspectives, toujours dans le domaine du développement, mais pas que sur le plan de la politique intérieure du Maroc et le développement interne du Maroc, mais aussi également les relations du Maroc avec l'étranger, et notamment le bilan
de nos relations bilatérales et nos relations multilatérales avec le reste du monde et notamment avec le continent africain. Nous sommes toujours en compagnie de Safiou Radji. Je rappelle qu'il est expert comptable, économiste, diplomate. Pendant une dizaine d'années, il fut conseiller du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey. Et sur les 2 dernières années, il fut également directeur du guichet diaspora au niveau du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on va faire ni la comptabilité des relations entre le Maroc et les autres pays africains, ni le bilan de ce qu'a été votre activité au niveau de ce ministère. Mais nous allons parler du Maroc, du royaume chérifien. Est-ce que la fête du trône, ça vous dit quelque chose? Écoutez, en fait, pour tout vous dire, c'est un moment que j'observe toujours avec une attention particulière. Parce que je vous ai avoué mon admiration pour le Maroc depuis le début. Je suis vraiment un homme du Maroc au sens propre et plein du terme. Mais je suis particulièrement attentif à ce moment que je peux qualifier de communion démocratique, vraiment de grande citoyenneté pour le pays, où Sa Majesté le Roi renouvelle un peu son allégeance entre le peuple et lui pour vraiment sceller à nouveau chaque année cette union, cette fusion qui fait que le royaume rayonne dans le monde entier. Et puis au-delà de ça, comme c'est un homme très pragmatique, qui a un leadership vraiment de pragmatisme, il fait le bilan de cette grande réalisation à cette période-là, à cette date-là. Je vais enchaîner, je ne vous interromps pas parce que nous reviendrons sur ce que vous êtes en train de dire. Le Maroc a à un certain moment quitté l'Union africaine pour des raisons géostratégiques sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Et c'est justement sous Mohamed VI. C'est-à-dire il y a eu la période Mohamed V, qui est l'un des pères fondateurs de l'OUA, qui est l'ancêtre de l'Union africaine. Il y a eu ce retour au sein de l'Union africaine avec Mohamed VI, comme s'il y avait eu une parenthèse ouverte, puis fermée. Je commence là-dessus pour revenir sur le fait que même si le Maroc n'a pas toujours fait partie de l'Union africaine, il en reste quand même un des membres fondateurs. Et son retour a été un moment important également en matière de diplomatie et d'intégration africaine. Parce que quand on regarde l'Union européenne avec le Brexit qui a vu le Royaume-Uni partir, ça fait quand même plaisir de constater que sur le continent africain, l'intégration reste quelque chose d'important et que le retour du Maroc au niveau de la scène diplomatique africaine est également quelque chose d'important. Je ne sais pas quelle est votre lecture de ce mouvement qu'il y a eu concernant le Maroc. En fait, je parlerai plutôt de tout ce que ça a apporté de solide pour la diplomatie africaine, le retour du Maroc sur la scène africaine que le Maroc n'a jamais vraiment quitté, puisque même sans être dans les instances continentales, le Maroc continuait à exercer une certaine influence, parce que c'est un pays qui compte de par son existence même, diplomatiquement. Mais ce retour a eu cet intérêt que ça a permis vraiment de polariser les choses sur les questions essentielles du développement du continent. C'est avec le retour du Maroc qu'on a lancé les programmes qui ont l'agenda 2063. Tous ces programmes-là ont été la marque du retour du Maroc sur la scène. Agenda 2063 qui porte sur le centenaire de l'OUA qui est aujourd'hui devenu l'Union africaine. Exactement. Ça a permis aussi d'ouvrir le débat de manière directe avec les pays partenaires sur la question de la migration, parce que la migration était un sujet qui vraiment polluait les discussions, les échanges et même les relations diplomatiques avec nos pays africains, avec l'Europe. C'est le Maroc qui a été le fer de lance d'un certain apaisement de ces relations, parce que le Maroc a une expérience avérée, très confirmée en matière de migration. Ça a permis même de changer le discours même, le narratif même sur la migration qui avait un préjugé un peu négatif, alors que c'est la migration qui a beaucoup porté à l'Occident. Tout le monde sait aujourd'hui que sans la migration, un certain nombre de choses n'auraient pas pu se faire en Occident tel que ça a été fait. Et j'en dirai pas plus. Tout le monde sait de quoi je parle. Et au-delà de ça, le Maroc a pris l'initiative dans plusieurs domaines concernant la migration, notamment pour ce qui est des transferts financiers. Moi-même, j'ai participé à une conférence il y a quelques années sur les transferts de fonds, où on a pris le soin de travailler sur les vraies solutions qui réduiraient les coûts de transfert qui apparaissaient en fait comme un impôt que les gens payaient sur les transferts financiers. Ce genre d'initiative vient du Maroc, qui a toujours été un pays en pointe pour démontrer le fait que la migration, c'est une chance partagée et non pas quelque chose qu'il faut voir forcément négativement. Voilà un exemple de choses que je peux donner sur ce que le Maroc a apporté avec son retour sur la scène diplomatique sur le continent. Souvent, on a l'impression, vu du côté africain, que les pays de la Méditerranée, et le Maroc compris,
sont un peu des éléments bloquants de la migration qui part d'Afrique subsaharienne vers l'Europe. L'élément qu'on ne prend pas souvent en compte, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas pour destination finale l'Europe, mais pour destination finale ces pays du bord de la Méditerranée. Est-ce qu'aujourd'hui, l'image du Maroc n'est pas celle d'un pays qui empêche les Africains de traverser? Ou alors qui est perçu comme par les pays européens comme facilitateur de ces transferts? Non, je ne pense pas. La preuve, c'est que les propositions qui sont faites à d'autres pays de la région d'être des solutions pour réguler la migration ne se proposent jamais au Maroc. Pour une raison tout simple, c'est que le Maroc est un des pays de la région qui essaye de temps en temps d'intégrer les migrants qui sont sur le terrain, leur donner le même droit que les Marocains. Donc c'est vraiment une exception dans cette région de pays qui a trouvé l'équilibre entre la bonne façon d'intégrer les migrants d'origine africaine et le fait aussi d'éviter que le Maroc soit un pays passoire qui sert d'intermédiaire pour aller vers l'autre rive de la Méditerranée. C'est plutôt même un exemple assez atypique dans la région qui est observé avec beaucoup d'attention. Vous avez des exemples concrets pour illustrer ce que Non, vous mais dites? c'est simple. Oui. Si vous prenez le nombre de personnes qui ont bénéficié de ce régime d'intégration au Maroc, c'est 50 000 migrants d'origine africaine qui ont été régularisés par le Maroc. Aucun autre pays n'a fait un acte d'une telle taille, d'une telle ampleur dans la région. Donc ça, c'est assez clair et précis. Ça donne un sens assez précis sur ce que le Maroc pense comme devoir, comme exemple à être en matière d'intégration des migrants, en matière d'accompagnement des migrants. Donc, on peut dire que dans la région, sans vouloir glorifier tel pays par rapport à l'autre, que le Maroc a sa propre démarche, sa propre vision, qui rejoint sa façon de faire de manière générale, qui est à chaque fois de mettre en valeur les questions de solidarité africaine, les questions de souveraineté africaine, les questions d'intégration africaine, et de ne jamais se retrouver en position où on peut critiquer le royaume du Maroc d'être un pays qui est au service de l'Occident, qui est au service de l'Europe. Ça, je peux le dire avec tranquillité. Est-ce que c'est de l'optimisme, de l'afro-optimisme ou alors du pragmatisme politique, comme vous le dites, parce qu'il est difficile de satisfaire tout le monde en même temps. Bien sûr. Vous avez les partenaires européens qui ont leur point de vue sur les migrants, vous avez les pays africains qui ont le leur, notamment considérer que les forces vives qui sont parties peuvent être de grands contributeurs pour leurs économies en restant à l'étranger et en faisant venir les devises. Et puis vous avez également l'aspect strictement national, typiquement marocain, où les gens considèrent que leur pays est envahi ou que le pays pourrait consacrer les ressources à autre chose. Vous n'entendrez jamais des propos comme ça de la part des Marocains. Jamais vous n'entendrez des espèces d'élan ultranationalistes ou xénophobes de la part des Marocains. Ça, je peux en témoigner. Jamais vous n'entendez des choses pareilles. Et c'est même pour ça que le Maroc est une exception et un modèle qu'il faut observer avec attention. Mais c'est quelque chose de bien réfléchi, puisque la vision du roi, c'est de toujours être en situation où on ne peut pas lui imputer d'avoir maltraité des Africains. Et il garde en ça la tradition marocaine qui date de très très longtemps. Avant même les indépendances, les Marocains étaient déjà dans une dynamique de solidarité africaine, de partage des valeurs, de faire en sorte qu'entre Africains, on se traite avec la meilleure des attentions et qu'on fasse attention aux intérêts partagés des pays des uns et des autres. Donc, je le dis, c'est peut-être un des pays qui est dans une approche de régulation qui permet de dire que c'est une exception dans la façon de faire pour ne pas ni apparaître comme étant au service de l'extérieur, ni étant un pays qui se laisse déborder ou envahi par les migrants d'origine africaine. Parce que la plupart des migrants qui vivent au Maroc sont des gens qui font des études et quand ils ont fini leurs études, s'ils n'ont pas du travail au sein du royaume du Maroc, rentrent chez eux parce qu'ils ont des compétences qui sont recherchées dans leur pays. Ou ils vont ailleurs. Voilà, ou ils vont ailleurs, ou des fois même, au Canada. ils sont intéressés pour migrer dans les meilleures conditions pour aller vers l'Occident. Donc, le problème ne se pose pas au Maroc comme pour les autres pays. Parce que le Maroc, justement, a mis en place un dispositif qui permet d'ajouter une plus-value au profil des compétences qui viennent au Maroc. Je voudrais aborder un autre aspect qui peut paraître étranger à la démarche de la chaîne New World Economy, mais qui est important dans le monde des affaires, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. La coopération entre les pays africains, je veux dire entre le Maroc et le reste des pays africains,
porte également sur la question de l'islam, la formation des imams, la lutte contre le terrorisme qui est aujourd'hui malheureusement perçu comme un problème musulman sur le continent africain. Comment est-ce que le Maroc, à ce titre, contribue à pacifier, à normaliser les rapports entre les pratiquants dans les pays africains et sa politique, sa vision de l'islam? Il y a une chose dont on ne parle pas souvent, mais dont moi j'ai connaissance en ayant vécu en Occident, c'est que beaucoup de pays occidentaux qui ont affaire à des problèmes d'islamisme, pas d'islam, d'islamisme et des problèmes de terrorisme, prennent conseil auprès du Royaume du Maroc. Ils prennent conseil parce que le Royaume a une culture très ancienne dans la manière de régler les problèmes d'islamisme. C'est vraiment un travail qui a été fait. Je crois que l'équivalent musulman de l'UNESCO a son siège au Maroc. Exactement. Ouais. C'est vraiment un royaume qui a toujours travaillé sur la lutte contre les extrémismes, contre l'entrisme religieux, etc. Donc, ils ont quelque chose à donner, à partager avec les pays africains. Mais je vais être plus précis que ça, même en matière de renseignement, d'intelligence informationnelle par rapport au problème de terrorisme, le Royaume du Maroc est une référence dans la capacité à orienter les approches pour aller vers le véritable fauteur de troubles et non pas avoir des actions non discriminées qui causent des dégâts collatéraux importants. Et tout ça, ça tient à la maîtrise que le Royaume du Maroc a acquise pendant les années sur ces questions du terrorisme, parce que le Royaume lui-même a eu à affronter ces problèmes-là et a réussi à contourner ces problèmes sans faire les dégâts que l'on regrette dans certains pays. Mais comment se fait-il aujourd'hui que quand on parle de formation des imams, la plupart des imams en Afrique subsaharienne, on a l'impression qu'ils sont formés soit en Arabie Saoudite, soit dans des pays aujourd'hui qui représentent une menace pour l'islam, et que du côté marocain, même s'il y a une contribution, elle n'est pas si visible que cela en matière de formation des imams. Parce qu'il y a un chemin qui reste à faire, parce que nos pays, quand ils ont besoin de ces formations, ils ont recours d'abord à des pays qui sont un peu plus, je dirais, dans le fait de faire vraiment de l'invasion religieuse, de l'implication religieuse, de l'engagement religieux. Ce sont des pays qui sont vraiment dans une logique de conquête religieuse. C'est à ces pays-là l'on pense souvent un peu par facilité, mais aussi parce que ça permet de récupérer des fonds. Il faut dire les choses comme elles sont. Le Maroc est dans une optique beaucoup plus en retrait par rapport à ça, qui est plus structurante. Beaucoup de pays européens aujourd'hui ont recours au Maroc pour avoir des imams qui ont une vision laïque de l'islam, qui ont une vision laïque de la pratique de l'islam. Et ce sont ces imams-là que l'on doit encourager dans la formation qui doit se faire au niveau du continent. C'est des choses qui sont en cours et qui vont petit à petit grandir dans l'esprit des dirigeants et ils vont de plus en plus avoir recours plus au Maroc, qui a vraiment une histoire qui parle pour lui dans la diversité religieuse, dans l'accueil des religions. Il y a des juifs qui vivent au Maroc depuis des siècles. Donc il y a une acceptation de la coexistence religieuse qui est connue, reconnue et qui fait la force aussi du Maroc dans sa capacité à aider les autres pays à faire face à ces problèmes de coexistence religieuse et de lutte contre l'islamisme. Nous nous acheminons tout lentement vers la fin, mais je ne terminerai pas cette émission sans revenir sur la question très particulière de la coopération sud-sud et de la vision du Maroc en la matière. Non pas seulement la vision, mais le contenu que le Maroc met dans cette coopération sud-sud. Quelle est-elle? En fait, quand on observe bien ce qui se passe sur le continent depuis un certain nombre d'années, depuis les 25 ans où Sa Majesté le roi Mohamed VI est arrivé, c'est qu'il a défini une vision. C'est vraiment lui qui a fait un déclic en termes de vision en disant notre action à l'extérieur, notre diplomatie économique à l'extérieur va être orientée d'abord vers l'économie, le développement, tout ce qui est capital humain. C'est lui qui a annoncé ce cap-là pour le pays. Et après, il a mis les moyens. Il a fait en sorte que la BMCE et d'autres structures orientées vers l'extérieur puissent aller prendre des initiatives, y compris prendre des parts dans les banques, pour pouvoir vraiment matérialiser cette volonté d'intégration par l'économie et de coopération par l'économie. C'est aussi ça qui me permet de dire que le Maroc est probablement le pays qui a le plus avancé en matière de panafricanisme financier et économique et qui vraiment produit un modèle. Et ce n'est pas par hasard le fait que le Royaume du Maroc ait choisi les banques, les assurances, les services et l'industrie comme fer de lance
de leur coopération En plus sud-sud. de C'est la parce qu'ils coopération, savent, ouais. c'est En parce plus. qu'ils savent que d'abord ce sont les éléments, les structures dans l'économie qui portent le développement, qui poussent le développement, qui fédèrent vraiment les projets. Et en plus, ils savent qu'une fois que les projets commencent à se déployer, il faut de l'expertise pour les accompagner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de consultants marocains qui viennent travailler dans la région, notamment dans la zone Afrique francophone. Et puis le dernier volet concernant l'industrialisation, vous retrouverez aussi beaucoup d'entreprises marocaines, puisqu'ils sont vraiment pionniers en matière d'agroalimentaire, d'agriculture. Enfin, rendez-vous compte que le Maroc travaille sur ce qu'on appelle les autoroutes de l'eau. C'est des choses qui n'ont jamais été imaginées nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment un pays pionnier qui Et puis invente, la question des qui véhicules innove. propres également. Exactement, avec de l'hydrogène, de l'éolien, de l'automobile, où ils ont réussi à capter le marché, à être capable d'exporter 700 000 véhicules actuellement, et ils projettent d'aller jusqu'à 2 millions de véhicules à terme. Mais ce n'est pas que ça, même l'aéronautique, ils n'ont pas seulement une plateforme aéroportuaire qui est un des meilleurs en Afrique, voire dans le monde. Ils ont aussi investi massivement dans l'intelligence de l'aéronautique et ils ont capté une partie du marché international de l'aéronautique et qui fait d'eux une puissance aéronautique aujourd'hui et peut-être même un jour une puissance au niveau de l'espace et de l'aérien. Ma dernière question. On a beaucoup critiqué les initiatives d'intégration africaine, comme le NEPAD par exemple, en estimant que c'était beaucoup de bavardage et très peu de réalisations concrètes sur le terrain. Il y a un nouveau concept qui a été lancé, c'est celui de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf. La ZLECAf. Comment est-ce que le continent, et notamment à travers des pays comme le Maroc ou d'autres, peut aujourd'hui transformer cet outil en élément, en clé de développement du continent pour les prochaines années? Est-ce que le Maroc pourrait aujourd'hui être considéré comme un des acteurs principaux de la mise en œuvre de la ZLECAf? En fait, le Maroc faisait de la ZLECAf avant la ZLECAf. Je vais m'expliquer là-dessus. Qu'est-ce que font la plupart des banques et la plupart des assurances et d'autres structures marocaines dans les pays où ils sont installés en Afrique de l'Ouest? C'est de veiller à faciliter les échanges entre les pays, parce que souvent ce sont des banques qui sont installées dans plusieurs pays, et la meilleure façon de faciliter les échanges, c'est de passer par les banques qui sont déjà liées et qui permettent de fluidifier les transferts qui peuvent se faire. Ça, c'était faire de la ZLECAf avant la ZLECAf. Et après, il y a l'expérience du Maroc, des banques et de la finance marocaine en matière d'instruments financiers. Parce que le commerce international, c'est un commerce qui se développe aussi grâce aux instruments financiers. Et le Maroc a une expertise reconnue dans le monde dans ce domaine. Et le fait de passer par les banques marocaines pour aussi être capable de monter des outils, des instruments capables d'augmenter la taille des marchés que l'on pourrait gérer au niveau panafricain, c'est aussi une contribution que le Maroc apporte déjà avec ces banques qui sont présentes un peu partout en Afrique francophone, pour l'exemple que moi je connais bien. Et surtout, au-delà de ça, ils aident aussi, y compris pour faire en sorte que certains comptoirs soient ouverts. Figurez-vous qu'au Togo, ici, avec l'appui de son Excellence l'ambassadeur, il y a eu un forum qui a été organisé qui a permis à une banque marocaine de faire venir tous ses clients investisseurs dans le monde entier pour venir regarder les opportunités d'investissement au Togo. Ça, c'est de la ZLECAf qui se fait sur le terrain, dans le concret, dans le réel et dans l'intérêt partagé des autres pays. Donc c'est pour ça que je dis, le Maroc faisait de la ZLECAf avant la ZLECAf. Vous pourriez en parler des heures, on sent que vous êtes dans votre élément. Hein? Parce que vraiment, le Maroc me paraît être un des pays qui a pris la trajectoire dont il faut parler le plus. Je considère même qu'on doit éditer dans les manuels scolaires sur le continent des choses qui parlent de l'exemple marocain, qui expliquent comment un pays africain, par ses propres moyens, par ses propres atouts, a conçu son développement, l'a mis en œuvre et maintenant exporte cette façon de se développer en ne comptant que sur soi et en ne misant que sur ses populations propres. Le développement endogène, comme dirait quelqu'un. Le vrai développement endogène au sens panafricain du terme. Merci beaucoup, M. Safiou Radji. Je rappelle que vous êtes expert comptable, économiste, que vous avez été diplomate. Vous avez été pendant une dizaine d'années conseiller du ministre Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères du Togo, et vous avez dirigé pendant 2 ans, entre 2021 et 2023, le guichet diaspora du ministère des Affaires étrangères togolais. Merci d'être venu. Je vous remercie beaucoup pour cette émission. Je voudrais préciser pour finir qu'une des raisons pour laquelle je suis très attiré par le modèle marocain, c'est parce que c'est un modèle qui s'impose sans faire trop de vagues, sans faire trop de bruit. Et c'est quand on s'approche un peu de ce que fait le Maroc qu'on se rend compte de la puissance qu'il y a derrière, du travail qui est derrière les Marocains. Il se trouve dans ma pratique
en tant que consultant international, que je travaille beaucoup avec des Marocains. Et ce que vous remarquez tout de suite quand vous travaillez avec les Marocains, c'est leur fierté, la fierté d'être Marocain, que je souhaite au niveau de chaque pays, que chaque pays soit fier de son appartenance à une nation. Et puis aussi, le fait qu'ils savent que leur pays est vraiment capable de tout, a une capacité à tout faire, à affronter les problèmes, à assumer les difficultés, à faire en sorte qu'à chaque fois, ils puissent se relever. Et ça, on le doit à leur roi auquel je dois vraiment rendre hommage comme étant vraiment un homme de vision, un homme distingué pour le continent. Merci encore une fois. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes de New World Economy. À bientôt.